Il existe dans le sport des moments qui se détachent nettement de tout ce qui les entoure, pas à cause d'un résultat, d'un record ou d'une étape historique, mais parce qu'il arrive quelque chose à une personne précise, quelque chose qui fait que tous ceux qui sont dans le stade et tous ceux qui regardent depuis chez eux cessent complètement de penser au match. Ce qui s'est passé au BC Place de Vancouver, dans la soirée du 18 juin, appartient à cette catégorie de moments. Le Canada a battu le Qatar 6 buts à 0. Jonathan David en a inscrit 3, signant un triplé qu'il a imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables de toute cette Coupe du Monde. Alphonso Davies, de retour après presque 9 mois de convalescence à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur, a été exactement le joueur dont son pays avait besoin. La prestation a été autoritaire, parfois brillante, et a placé le Canada tout près d'une qualification pour les phases à élimination directe, une première dans l'ère moderne du tournoi, à domicile, devant son propre public, pour une nation qui attendait depuis des décennies une soirée précisément comme celle-là. Mais ce n'est pas de cela que les gens parlaient le lendemain matin. Ce dont ils parlaient, c'était d'un bruit. Jesse Marsh, le sélectionneur canadien, l'a décrit frontalement lors de sa conférence de presse d'après-match. On pouvait entendre les os se briser, juste devant le banc. Nous l'avons tous entendu. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas un commentaire de télévision cherchant à fabriquer du drame. C'était un entraîneur, dans une salle pleine de journalistes, leur racontant exactement ce que lui et tout son staff avaient entendu en direct lorsque le tacle tardif d'Assim Madibo a fauché Ismaël Koné par derrière à la 50e minute d'un match qui, jusque-là, avait été maîtrisé et de plus en plus à sens unique. Le membre du staff canadien qui s'est immédiatement tourné vers l'arbitre a prononcé 5 mots. Sa jambe pend. Cette phrase va plus loin que n'importe quel score final parce qu'elle ne décrit pas un résultat. Elle décrit un être humain. Pour comprendre pourquoi cette histoire a frappé aussi fort, pas seulement au Canada, mais dans tout le monde du football, il faut commencer par ce qu'est réellement Ismaël Koné, et par ce que la route vers cette soirée de Vancouver lui avait coûté. Koné a 24 ans. Il est passé par le CF Montréal, l'un des clubs formateurs les plus importants du football canadien au cours de la dernière décennie. Les dirigeants du club l'ont vu progresser à une vitesse qui a surpris même ceux qui le suivaient depuis son plus jeune âge. Il n'était pas seulement talentueux, le talent avait toujours été visible. Ce qui frappait, c'était la rapidité avec laquelle cette matière brute devenait quelque chose d'utilisable au plus haut niveau. Des clubs anglais se sont intéressés à lui pendant son ascension, notamment Sheffield United, où un transfert a été envisagé avant de finalement échouer. Plutôt que de forcer un départ dans des conditions incertaines, il est resté à Montréal et a continué à se développer à son propre rythme. C'était le genre de décision qui dit quelque chose d'un caractère. Patient, réfléchi, suffisamment sûr de lui pour ne pas avoir besoin de la validation d'un transfert avant d'être prêt. Son parcours l'a ensuite mené à Watford, puis à Marseille, puis à Rennes, une séquence européenne que la plupart des observateurs ont jugée prometteuse par éclair, sans qu'elle ne s'installe jamais dans une régularité durable. Le genre de période où un joueur existe dans un état de potentiel permanent, assez précieux pour continuer à avancer, mais pas encore fixé comme la pièce que les entraîneurs autour de lui avaient un besoin qu'il devienne. Cette saison, à Sassuolo, en Série A italienne, quelque chose a changé. En 32 apparitions, il a marqué 6 buts et apporté au milieu de terrain de Sassuolo une énergie que les supporters du club ne lui avaient pas vue de façon régulière auparavant. Plus tôt dans la saison, il a inscrit contre l'AC Milan un lob plein de finesse, pas seulement un but, mais le genre de but qui indique qu'un joueur a atteint un point précis de son développement. Au sein de la sélection canadienne, cette période a été décrite publiquement et officiellement comme la plus constante de la carrière de Koné. Et cette constance est arrivée exactement au moment où la Coupe du Monde, à domicile de son pays, arrivait elle aussi. Dans le football, le timing est tout. Parfois, il vous récompense. Parfois, il vous enlève tout en une seule seconde. Il existe aussi entre Koné et Marsh un fragment d'histoire qui compte parce qu'il donne à cette affaire une dimension humaine qu'un simple bulletin médical ne peut pas contenir. En septembre dernier, lors d'un match amical contre la Roumanie, Koné a été remplacé alors que le Canada menait au score. Sa réaction a été visible et publique. Il a foncé vers le banc, s'est retourné vers Marsh et un gardien remplaçant a dû le retenir physiquement avant que la situation ne se calme. C'était le genre de moment susceptible d'abîmer durablement la relation entre un jeune joueur et l'entraîneur qui tient entre ses mains sa carrière internationale. Au lieu de cela, les deux camps ont affirmé dans les jours qui ont suivi qu'ils avaient complètement tourné la page.
Koné a parlé de ce que ce maillot représentait pour lui, de ce que représenter le Canada signifiait réellement, de l'émotion derrière sa réaction plutôt que de la réaction elle-même. Marsh ne lui en a pas tenu rigueur. Et la relation de travail qui s'est développée entre eux après cet incident a été, selon tous ceux qui vivent à l'intérieur du groupe, renforcée par cette épreuve. Ce contexte compte. Parce que ce qui s'est produit sur cette pelouse de Vancouver n'est pas arrivé à un nom inscrit sur une feuille de match. C'est arrivé à un jeune homme précis, avec une histoire précise, qui avait traversé une période européenne irrégulière, qui venait d'atteindre la meilleure forme de sa carrière professionnelle au moment exact où il le fallait, qui avait affiché sa passion pour l'équipe nationale avec assez de force pour que des millions de Canadiens comprennent déjà exactement ce que ce tournoi représentait pour lui. Quand la civière est entrée sur le terrain, c'est cette personne-là qui était dessus. Maintenant, le match lui-même. Le Canada dominait déjà lorsque la 50e minute est arrivée. À la mi-temps, le score était de 3-0, Jonathan David avait déjà marqué 2 fois et l'ouverture du score avait été signée Liam Frazier. Le Qatar avait déjà été réduit à 10 à la 33e minute lorsque Omar Ahmed avait reçu un carton rouge direct après intervention de la VAR pour avoir annihilé une occasion nette de but par une faute sur Tajon Buchanan, une action d'abord sifflée comme penalty, puis corrigée à la vidéo en coup franc juste à l'extérieur de la surface. Le Canada tenait fermement le match. Le résultat ne faisait plus vraiment de doute. À la 50e minute, alors que le Canada contrôlait la possession et que la rencontre avait pris des allures de formalité, Koné a joué une passe simple et avait déjà lâché le ballon lorsque Madibo est arrivé. Le tacle est venu de derrière, touchant la jambe gauche de Koné alors que le ballon était déjà parti. Il n'avait aucun moyen de voir le coup venir, aucune possibilité de se préparer ou de se protéger. Le contact n'avait rien d'un duel lancé dans la course, mal ajusté sur un ballon à 50-50. C'était un tacle en retard sur un joueur qui avait déjà terminé son action. La réaction autour de Koné sur la pelouse a précédé toute compréhension de ce que le ralenti allait confirmer. Madibo lui-même s'est immédiatement pris la tête à 2 mains au moment du contact, le langage universel d'un joueur qui sait, dès la première fraction de seconde, que quelque chose a très mal tourné. Des joueurs des 2 équipes ont commencé à faire signe vers la touche pour demander l'intervention des secours avant même de s'être regroupés autour de leurs coéquipiers. Les Canadiens ont accouru. Le personnel médical a suivi aussitôt. Les médecins de l'équipe ont placé en quelques instants une attelle gonflable autour du bas de la jambe gauche de Koné, une mesure standard de stabilisation d'urgence lorsqu'une fracture est confirmée ou fortement suspectée et que tout mouvement supplémentaire doit être maîtrisé. Puis la situation autour de la civière est devenue autre chose. Les joueurs des 2 bancs se sont affrontés. Les émotions accumulées dans un match déjà chargé en carton rouge et en intensité physique ont totalement échappé à la retenue qui tient, normalement, pendant une interruption médicale. Plusieurs comptes rendus ont décrit la suite comme une bagarre entre les 2 groupes de joueurs et de membres des staffs, une confrontation qui a dépassé le cercle immédiat autour de Koné pour se propager au reste du terrain. L'arbitre Christian Garret a adressé à Madibo un carton rouge direct pour faute grossière, une sanction alourdie par rapport au carton jaune initial examiné par la VAR, laissant le Qatar à 9 pour les 40 dernières minutes d'un match déjà hors de portée. Fabrizio Romano a confirmé quelques heures après le coup de sifflet final que Koné souffrait d'une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche, les 2 principaux os de la partie inférieure de la jambe, et qu'il avait été transporté directement du BC Place vers un hôpital de Vancouver pour une opération d'urgence. Sa mère Suzanne était avec lui. Le délai de récupération, au regard des suites habituelles pour ce type de fracture nécessitant une intervention chirurgicale, se compte en mois plutôt qu'en semaines. Les premières estimations de sources proches du dossier évoquent au minimum 4 à 5 mois d'absence. Concrètement, pour un joueur qui avait traversé le tunnel à Vancouver, avec l'espoir de représenter son pays en phase à élimination directe d'une Coupe du Monde à domicile, son tournoi est terminé avant même que les quarts de finale aient été programmés. Marsh a confirmé en conférence de presse qu'il n'avait pas encore parlé directement à Koné parce que celui-ci était toujours au bloc opératoire. Il a dit qu'il comptait se rendre personnellement à l'hôpital dès la fin de la conférence de presse. Stéphane Eustachio, le partenaire de Koné au milieu de terrain, a parlé au nom du vestiaire lorsqu'il s'est adressé aux journalistes ensuite. « Il a ce facteur X dont notre équipe a vraiment besoin », a-t-il dit. « Il va nous manquer ». Ces 2 phrases pèsent de plus qu'un mois d'analyse tactique, parce qu'elles nomment quelque chose qu'aucun ajustement de système ni aucun remplacement ne peut réellement compenser.
14 minutes après que Koné a quitté le terrain sur une civière, le pouce levé vers le public tandis qu'il disparaissait dans le tunnel, saluant avec le bras qui n'était pas relié à la douleur qu'il devait supporter, Nathan Selikci a frappé un coup franc qui a touché l'intérieur du poteau avant de rentrer après avoir été dévié par le bras du gardien. En se retournant pour célébrer, Selikci a formé le chiffre 8 avec ses deux mains, le numéro de Koné. Puis il a couru vers la ligne de touche, a pris le maillot de Koné et l'a brandi au-dessus de sa tête devant tout le stade. L'ovation qui a suivi a été, selon tous les témoignages de ceux qui se trouvaient dans l'enceinte, plus forte que celle qui avait accueilli le but lui-même. Le BC-Place s'était déjà levé pour Koné lorsqu'il était sorti. Il s'est levé de nouveau, plus fort encore, pour ce que Selikci avait choisi de faire de ce moment. Personne n'avait écrit cela. Personne sur le banc ne lui avait fait signe. C'est arrivé parce qu'un footballeur de 23 ans, au milieu de la Coupe du Monde organisée par son pays, est allé chercher le maillot de son coéquipier et l'a levé devant 60 000 personnes. Le genre de geste qui n'a pas besoin d'explication quand on le voit et qui perd quelque chose dès qu'on essaie de le traduire en mots. Il signifie simplement quelque chose. Les suites de l'après-match ont ajouté à cette histoire une deuxième couche, à leur manière aussi révélatrice que la blessure elle-même. Au coup de sifflet final, alors que le tableau affichait 6-0 et que le Qatar avait disputé presque une mi-temps à 9, une confrontation ouverte a éclaté entre les deux staffs au bord du terrain. Jesse Marsch et le sélectionneur du Qatar, Julian Lopez, y ont été directement impliqués et la tension s'est étendue à un groupe plus large, comprenant joueurs et membres des deux encadrements. Aucun des deux entraîneurs n'a donné de récit détaillé de ce qui s'est dit. Le seul commentaire public de Marsch à ce sujet a été bref et volontairement fermé. Je ne vais pas passer une seconde à parler de ça. Pour lui, cette conversation était terminée. Ce dont il a accepté de parler longuement, en revanche, c'est de la contradiction précise au cœur de l'histoire. Après son expulsion, Madibo est entré dans le vestiaire canadien et a présenté ses excuses directement à Koné. Des excuses personnelles, de joueur à joueur, que Koné a transmises à ses coéquipiers. Marsch a dit qu'il ne croyait pas que Madibo ait voulu la conséquence de son geste, que la gravité de ce qui s'était produit n'était pas ce que Madibo cherchait à provoquer. Cette reconnaissance personnelle d'un professionnel à un autre dans un moment difficile fait désormais partie du récit. Et pourtant, la réaction du reste du banc qatari, dans les secondes qui ont suivi, a été de contester le carton rouge, de discuter une expulsion intervenue après un tacle qui venait de briser la jambe d'un joueur sur la pelouse, devant 60 000 personnes. Marsch a dit qu'il ne comprenait pas. Il l'a dit directement, sans l'atténuer. Deux réactions d'une même équipe dans la même heure, orientées dans deux directions totalement opposées. Le joueur qui a commis le tacle est entré dans le vestiaire adverse. Le banc qui l'a vu se produire a contesté la décision. L'arrière-plan politique de cette rencontre particulière pèse bien au-delà de 90 minutes de football, et il serait erroné de parler de ce match sans le reconnaître. Le Canada et le Qatar ont signé en mai de cette année un protocole d'accord sur une coopération stratégique entre leurs ministères des Affaires étrangères. Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est rendu à Doha en janvier et a adressé une invitation personnelle aux dirigeants qataris pour assister au match Canada-Qatar de la Coupe du Monde à Vancouver, précisément le match qui s'est terminé ainsi. La relation entre les deux gouvernements comprend une coopération en matière de sécurité, le développement des échanges commerciaux et un accord par lequel le Qatar a partagé son expertise organisationnelle issue de la Coupe du Monde 2022 afin de soutenir les préparatifs du Canada comme pays hôte. L'ironie de voir la première victoire canadienne en Coupe du Monde arriver contre un pays avec lequel le Canada venait d'approfondir un partenariat stratégique formel dans un match conclu par une bagarre entre banc et une jambe cassée n'était sans doute pas ce que l'un ou l'autre gouvernement imaginait lors de ces réunions de janvier à Doha. Le climat politique plus large autour de ce tournoi est tout sauf limpide. La Coupe du Monde 2026 a été attribuée en 2018 aux États-Unis, au Canada et au Mexique pendant le premier mandat de Donald Trump, la première édition organisée conjointement par 3 pays et la première élargie à 48 équipes. Mais la préparation du tournoi a été marquée par des tensions entre ces mêmes 3 co-organisateurs. Différends commerciaux, guerres tarifaires, restrictions de voyage et climat politique aux États-Unis, créant de véritables frictions avec ses voisins. Le Canada et le Mexique ont figuré parmi les premières cibles des mesures tarifaires instaurées après la seconde investiture de Trump en janvier 2025. Le tournoi se joue sur cette toile de fond, la célébration d'une organisation continentale partagée qui coexiste avec de réelles tensions politiques entre les pays hôtes.
la conduite de la FIFA autour du tournoi a elle aussi été scrutée de près. À Vancouver et à Toronto, des habitants se sont mobilisés contre les conditions financières dans lesquelles la compétition se déroule. Environ 1 milliard de dollars de coûts publics, des exemptions fiscales pour la FIFA, des fermetures de rues et des périmètres de sécurité qui ont perturbé la vie quotidienne sans bénéfice public proportionné. Et quelques jours seulement avant l'ouverture du tournoi, le gouvernement canadien a refusé l'entrée au footballeur ghanéen Thomas Partey, dont l'absence pour le premier match de son pays est devenue une question diplomatique et de droits humains, surgissant exactement au mauvais moment pour un tournoi qui voulait projeter l'unité et l'inclusion. Rien de ce contexte n'efface ce qui s'est passé au BC Place le 18 juin, mais il en donne le cadre. Cette Coupe du Monde se joue dans un moment politique précis, dans un pays qui cherche encore ce que signifie accueillir un événement de cette ampleur alors que ses relations avec ses co-organisateurs sont sous tension. Et dans ce cadre surgissent une victoire 6-0, un triplé, une jambe brisée, une bagarre, un maillot brandi au-dessus d'une tête en hommage et un staff penché au-dessus d'une civière prononçant 5 mots que l'on mettra plus longtemps à oublier que n'importe quel score final. Pour le programme canadien de football en particulier, la perte de Koné arrive à un moment qui exige une certaine clarté sur ce qui est réellement en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'un résultat dans un tournoi. Il s'agit d'une génération de footballeurs canadiens, Davies revenant après presque 9 mois d'absence, David atteignant le sommet de sa forme internationale, un groupe construit au fil des années pour devenir capable de rejoindre les phases à élimination directe de sa propre Coupe du Monde, arrivant au moment pour lequel tout le projet avait été conçu. Alphonso Davies a manqué 262 jours de football avant de retrouver cette sélection. Son opération du ligament croisé, sa rééducation, son combat pour être prêt le 24 juin, tout pointait précisément vers ces matchs. Perdre Koné, que Marsh avait décrit comme un joueur extraordinaire lors des 2 premiers matchs du Canada dans cette Coupe du Monde, modifie la forme de ce qui vient, d'une manière qui ne se verra pas dans une composition d'équipe avant de se voir dans un résultat. Marsh a utilisé un mot précis dans ses commentaires d'après-match lorsqu'il a tenté de décrire ce que portait le vestiaire après la rencontre. Secoué. Il l'a employé délibérément en établissant un parallèle avec le moment de 2024 où Tajon Buchanan avait subi à l'entraînement une grave blessure qui lui avait coûté une longue période de football, en club et en sélection. Secoué n'est pas un mot tactique. C'est un mot qui décrit ce qui arrive à un groupe d'êtres humains lorsqu'ils voient un coéquipier quitter un terrain de football, sur une civière et passent le reste du match sans savoir exactement ce qui se passe dans un hôpital où ils ne peuvent pas se rendre. Et pourtant, a dit Marsh, le vestiaire a trouvé le moyen de finir le travail, parce que c'est ce qu'ils pensaient que Koné aurait voulu d'eux. Il y a beaucoup de pensées qui nous traversent l'esprit en ce moment, a-t-il dit. Nous pensons tous à lui, mais nous sommes tous très fiers de ce que nous sommes. Fiers de ce que nous sommes, c'est la phrase qui reste. Pas fiers du résultat, même si le résultat était exceptionnel. Pas fiers de la performance, même si la performance méritait exactement l'attention qu'elle aurait reçue dans n'importe quelles autres circonstances. Fiers de ce que nous sommes, comme groupe, comme personne, comme équipe qui a choisi de répondre à l'une des pires choses qui puissent arriver dans le sport en terminant avec 6 buts et le maillot d'un milieu de terrain brandi au-dessus d'une tête le long de la touche devant 60 000 supporters debout. Le dernier match de phase de groupe du Canada contre la Suisse le 24 juin au BC Place porte désormais tout ce poids. La Suisse a remporté son 2e match de groupe et les 2 équipes comptent actuellement 4 points avant la dernière journée du groupe B. Une victoire ou un nul du Canada validerait sa place en phase à élimination directe. Le match se jouera dans le même stade, devant le même public, avec la même énergie que celle qui remplissait cette enceinte le 18 juin, et avec la conscience présente chez chaque joueur sur cette pelouse de celui qui n'y sera pas. Koné, de son côté, a levé le pouce vers le public pendant qu'on l'emmenait dans le tunnel. Quoi qu'il ait ressenti à cet instant, la douleur, la conscience de ce que cela signifiait pour sa Coupe du Monde, le bruit de 60 000 personnes se levant pour lui tandis qu'il quittait le terrain, il a trouvé assez de force pour saluer. Le public scandait déjà son nom. Il l'a entendu, il a répondu d'un geste. Puis il a disparu. Ce que Selikci a fait 14 minutes plus tard n'était pas un geste prévu. Ce n'était pas une décision d'équipe, rien qui ait été discuté dans un rassemblement, rien de chorégraphié. C'était un joueur, au milieu d'un match de Coupe du Monde, courant chercher un maillot et le brandissant parce que c'était ce qu'il voulait faire, à cet instant précis, pour cette personne précise.
Que ce soit le moment dont les gens se souviendront de ce tournoi lorsque la finale sera loin, davantage qu'un triplé, davantage qu'un 6-0, davantage que ce que le Canada fera ou ne fera pas en phase à élimination directe, est une question à laquelle seul le temps répondra. Mais c'est le genre de moment qui mérite sa place dans la réponse. Le football, à cette échelle, fonctionne exactement avec ce genre de poids. Les scores s'effacent, les statistiques s'archivent d'elles-mêmes. Ce qui reste, c'est le bruit d'os brisé décrit depuis le pupitre d'une conférence de presse, un pouce levé depuis une civière et un maillot au-dessus d'une tête le long de la touche d'un match de Coupe du Monde que personne au BC Place ne racontera à ses enfants sans s'arrêter quelque part au milieu de l'histoire pour trouver les mots justes.